Donc du point de vue de la chronologie et de l'histoire, la naissance de l'instrument de musique doit être raccordée au lithophone, c'est-à-dire à un objet de pierre dont on sait qu'il a été choisi pour ses caractéristiques sonores, à la fois de volume, de tonalité, de timbre plus exactement, et que cet objet a été façonné pour avoir un rendement particulier. Et ce rendement particulier, on le perçoit tout de suite au contact des populations dites primaires. Ça suscite chez les personnes une attention extrêmement soutenue et profonde. Comme si on s'adressait à travers ce son-là à un ensemble nouveau pour eux. C'est-à-dire c'est véritablement on capte énormément leur attention et ce qu'ils souhaitent la plupart du temps, c'est réécouter avec autant d'attention possible ce son qui semble dire quelque chose en eux-mêmes auxquels ils ne sont pas habitués, des choses auxquelles ils ne sont pas habitués. Et c'est vrai que quand on entend un son nouveau, on est saisi. On peut l'être, mais de moins en moins, puisque le moderne, lui, on lui fait toutes sortes de stimuli et il s'en fiche ou presque. Alors voilà, on peut se poser la question sur la société actuelle, sur l'importance du son. On parlait du magnétophone tout à l'heure. On est à une époque où, enfin, il y a encore un siècle, pour écouter de la musique, si on n'avait pas de piano chez soi, on pouvait le chanter. Oui. Mais aujourd'hui, on est à une époque, les gens ont leur iPod sur les oreilles toute la journée. On est sur une profusion de sons qui extrêmement variée, riche, importante. Mais on attend nouveau. On attend du nouveau, implicitement. L'individu humain semble se détacher, et c'est ce qui crée la notion de mode, il semble se détacher des sons dès lors qu'il les entend trop fréquemment. Ce qui l'induit à aller chercher du nouveau, etc., etc. Mais le nouveau, quelquefois, est très ancien. Je suis sûr que si on intégrait des sons de lithophone dans des mélodies modernes, on serait captivé par ces sons très singuliers. La tendance actuelle, c'est sur son magnétophone ou sur son iPod, enfin, bon, pas citer de marque, c'est écouter en boucle 10 fois, 20 fois la même chose, jusqu'à ce que, comme disait De Vos, ça rentre par une oreille et ça sort par les yeux. Jusqu'à ce que ça finisse par tourner en boucle. C'est une saturation. Voilà. C'est-à-dire qu'on a rempli ce qui attendait de l'être. C'est-à-dire que la personne se sent saturée et elle passe à autre chose. Grosso modo, je peux assimiler ça du point de vue thérapeutique, cette saturation, au fait que la personne a rempli ses batteries dans ce domaine. C'est-à-dire si c'est du rock, ça y est, c'est bien défoulé, c'est bon. Voilà. Mais il y en a d'autres qui sont dans un état d'addiction et qui vont écouter toute leur vie. Je connais dans mon entourage des personnes qui ont écouté, c'est le moindre mal, les Beatles, toute leur vie. Et qui ne s'engageraient pas pour écouter U2 ou Michael Jackson à la place des Beatles. Et c'est comme si on a l'impression quelquefois qu'il y a des personnes où soi-même on a besoin d'entendre certains types de choses, on est capable de faire le ménage, se réserver une soirée, l'écouter pendant 2 heures, oui. Ou très souvent. Oui, il y a un phénomène d'addiction qui est remarquablement... comme une nourriture. Oui, comme une nourriture de l'âme, telle qu'est décrite la musique chez les anciens. Savoir aussi que non seulement on a cette forme d'addiction pour certains, mais également, dans la vie amoureuse, la référence la plus fréquente, c'est la musique. C'est ou un lieu, mais encore plus fréquemment, on s'est rencontré sur cette musique. C'est en quelque sorte le signal, hop, la musique revient, hop, l'état amoureux qui allait avec ce moment merveilleux de la vie, où on rencontre, où tout est nouveau, tout a un éclat différent, etc. Et justement, je pense que la musique est capable d'embellir le reste, sans le toucher, sans le modifier. C'est-à-dire quand on voit une soirée musicale, rien n'est modifié. Ce qui était avant la musique reste comme c'était, et la musique est l'art de l'ici et maintenant, du fugace, etc. D'où sa difficulté, d'ailleurs. Et c'est ça qui fait son étrangeté, c'est-à-dire qu'elle agit comme une médication extrêmement fluide, mais fugace. Mais pourtant, comme j'ai pu le dire pour une expérience, ça a transformé ma trajectoire brutalement et de manière radicale et définitive. Donc il arrive que la musique soit extrêmement puissante dans l'existence même d'un individu, sans qu'il ait la moindre idée de ce que cela peut faire. On était aux expériences de musicothérapie tout à l'heure, où entre des enfants, des personnes âgées,
les effets que pouvait avoir le rythme et la mélodie? Est-ce qu'il y a d'autres choses à... Alors, ce que l'on constate, c'est ce que je disais tout à l'heure, à savoir le rythme rapide semble engendrer de la gaieté, l'envie de ça dynamise, l'envie de faire quelque chose. En revanche, les rythmes lents sont plutôt propices au retour à une vie organique plus tranquille, et c'est en ce sens où quelqu'un qui souffre peut être aidé. Et il m'est arrivé, par exemple, d'utiliser de la musique enregistrée, mais pour moi, mes critères sont mon écoute et pas celle de l'auditeur. Je donne pour exemple, le premier concerto de Chopin, mi mineur, piano. Il est interprété par 36 orchestres et chefs, mais il n'y a qu'une version qui me paraît capable d'avoir l'effet que je souhaite induire. Les autres, littéralement, je peux les mettre à la poubelle comme non fonctionnels. Et j'ai remarqué que c'est non fonctionnel. C'est pareil pour certaines interprétations de thèmes de Jean-Sébastien Bach, très connu Toccata en ré mineur. Quelquefois, c'est une catastrophe. On obtient l'inverse de ce qu'on pourrait obtenir et attendre. Donc là, c'est le domaine de la nuance qui fait toute la différence. C'est pourquoi on ne peut pas assimiler un thérapeute qui a 10 ans d'expérience à celui qui en a 30. Et on ne peut même pas faire de comparaison, tellement les nuances sont sensibles à celui qui est expérimenté. On parlait de rythme lent ou rapide, mais il y a le binaire, le ternaire, le voilà, effets. On ne peut pas systématiser. Les rythmes sud-américains qui sont plus complexes. Oui, mais comment dire, ce sont des rapports complexes justement qui ne permettent pas de systématiser le rendement. C'est-à-dire, par exemple, oui, la musique latino-américaine en général est extrêmement riche en type rythmique et en type structurel, c'est-à-dire la répétition du même thème, le passage d'un ton particulier, le retour au même thème, etc. De ce fait, on a une matière très ouverte, très accessible pour appliquer. J'ai un ami bolivien de culture quechua, c'est-à-dire indienne locale, qui est un très bon instrumentiste et un très bon luthier, qui a exercé une grande partie de sa vie dans la médecine locale. C'est-à-dire qu'il venait avec son instrument à domicile, etc. Il était plus ou moins fréquemment sollicité pour animer les réunions du genre mariage, décès, naissance, comme ça se faisait dans les anciennes ethnies. C'est-à-dire que la musique accompagnait littéralement, soulignait les événements et les rendait selon sa couleur. On sait très bien, quelqu'un qui a écouté la marche funèbre de Chopin, que c'est pas fait pour se réjouir ni pour faire des blagues belges à tout. Voilà. D'ailleurs, Platon, dans sa République, semble dire qu'il y a tel mode qui est, je ne sais plus lesquels, d'ailleurs, tel mode pour les enterrements, tel mode pour les mariages, tel mode... Ça fait référence à ce que je disais tout à l'heure, le ré mineur donne l'impression, par rapport à la fondamentale humaine, qui est basée sur les octaves de la voix, qu'il y a des modes qui sont plus spécifiques d'une ambiance en effet. Par exemple, le si mineur, comme la messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach, est propice, si je puis dire, plus qu'une autre tonalité, me semble-t-il, à un amour oblatif, ouvert. C'est-à-dire, on se met à aimer tout sans raison particulière lorsqu'on utilise le si mineur. Et je l'utilise dans ce sens-là. Et ça, c'est indépendant du rythme. Le résultat est indépendant du rythme. Par exemple, il m'arrive de devoir arranger pour des groupes ici ou là et modifier les tonalités des morceaux, mais en gardant les mêmes caractéristiques instrumentales. Le résultat, passant de si mineur à la mineure, n'a pas du tout le même rendement. Est-ce que les savoirs ancestraux, là-dessus, je parlais de Platon à l'instant, est-ce que c'est récupérable? Est-ce que c'est compréhensible aujourd'hui encore? Je pense que c'est aisément compréhensible si toutefois on fait l'économie de la sottise ordinaire qui consiste à dire c'est ancien, c'est dépassé. C'est seulement à ce prix-là. Si on considère les choses anciennes comme nées non pas de l'idée qu'on en avait, mais de l'observation, là on peut faire de gros progrès. Je pense qu'on n'a surtout pas épuisé les éléments apportés par Pythagore, Platon et tout ce petit monde. Certainement pas. Je pense que sur les modes, on est d'une grande nullité, par exemple. C'est-à-dire que les finalités ne sont pas les mêmes. Chez les anciens, notamment les Grecs, puisqu'ils avaient étudié notamment en Égypte, le résultat de la musique, c'était faire que l'individu soit transformé. Et ça, je pense que c'est de la haute science, parce que l'individu se transforme sans s'en apercevoir, il va écouter de la musique de rap, etc. Il va rentrer dans un monde qui le désagrège, à mon sens, plutôt qu'il le constitue et l'édifie. En revanche, chez les anciens, il était question d'affiner
l'appareil sensoriel, l'appareil conceptuel, etc., au contact de musique plutôt raffinée, et qui pouvait correspondre, si je puis dire, socialement à l'époque à du rap. On n'en sait rien, mais je crois qu'on est très loin d'avoir épuisé le savoir ancien. Dans beaucoup de domaines d'ailleurs. Est-ce qu'on le connaît encore? Je veux dire, apparemment, il y a un savoir-faire pour transformer les gens, malgré eux, par des savoir-faire sur du rythme, sur de l'intervalle. Ça intéresse personne ou presque parce que ça n'est pas demandé. Dans le cadre universitaire, par exemple, j'ai eu l'occasion de participer à la rédaction, j'aidais des personnes qui faisaient un doctorat. Eh bien, j'ai remarqué que, d'une part, ces personnes, la plupart du temps, sont extrêmement ignorantes des fondations physiques du son et des règles physiques, d'une part, et d'autre part, de la chronologie et de la pensée musicale. C'est-à-dire que eux ne se posent pas de questions de savoir d'où vient une flûte et pourquoi ça a cette forme, pourquoi, etc. Ça se développe sur un même genre. En effet, on a le genre flûte, mais on a aussi bien le genre flûte de pan, c'est-à-dire une rangée, qu'on retrouve dans le piano à plat avec des cordes, etc. Mais ça ne les préoccupe pas. Ils ne sont pas non plus en recherche de ce que la nature produit comme son et pourquoi elle les produit et quelles sont ses modalités. Donc ça, c'est à mon sens le fait de ne pas reposer, faire reposer son éducation musicale sur des éléments factuels qu'offre la nature, c'est une grave erreur à la fois conceptuelle et philosophique. C'est-à-dire qu'il y a un trou béant, pour moi, entre la recherche actuelle et telle qu'elle devrait être, selon ce que j'en pense. On parle de recherche en musicothérapie, on parle de recherche dans tous les domaines de la musique. Il y a des personnes qui pensent que la musique se réduit à des formulations mathématiques. Moi, je considère que la musique qui a du sens, c'est la musique. C'est pourquoi je voulais dire un mot sur la musique dodécaphonique, qui est une décision stylistique prise par des oseaux, à mon sens, qui voulaient se faire remarquer plutôt qu'autre chose, mais ça ne répond pas aux attentes musicales vraies, c'est-à-dire la musique ne fait plus sens dans le sentiment humain, ni même animal. Puisque ce qu'on a remarqué, les expériences avaient été faites en Hollande sur la possibilité de faire grandir des végétaux ou améliorer la lactation des vaches hollandaises grâce à la musique, et on voit que le compositeur universel à l'européenne, dois-je dire, qui est Mozart, fait augmenter le rendement de laitage des vaches hollandaises. Et en revanche, quand on est du rap de nos jours, même le meilleur d'entre eux, qui existe, il y a du très bon rap, le rendement végétal est inverse de ce que la nature produit au naturel, c'est-à-dire qu'on diminue la productivité de manière étonnante. Donc il y a bien une relation entre la vibration, l'ordre dans la vibration, les relations entre ce qui entend et ce qui fait du son, etc. Que tant qu'on n'a pas compris les mécanismes généraux, on n'a rien fait. Le rap est fondé sur du rythme, il y a peu de mélodie, il n'y a pas d'harmonie. Voilà, mais on peut s'en tirer, comment dire, parce qu'il y a des bons raps. C'est-à-dire que le rapport entre ce qui est dit et ce qui est exprimé par la musique peut être très enrichissant, très intéressant. Mais on ne va pas traiter quelqu'un avec du rap. La chose est quasi absolue. Ni même d'ailleurs avec du reggae. J'ai constaté qu'il y a des musiques qui sont refusées quasiment hermétiquement par toutes les populations, quelles qu'elles soient. Mais qu'est-ce que ça fait sur l'homme alors, d'entendre ça sur des il semblerait que ce soit comme de la nourriture qui ne nourrit pas, c'est-à-dire un ersatz, c'est quelque chose qui est imposé et sans effet autre que mode. C'est-à-dire on consomme de la musique de mode, et non pas de la musique dans le sens noble du terme. On peut se demander si, enfin ça paraît d'ailleurs même évident, il y a une évolution de la musique par la tonalité, parce qu'elle est devenue aujourd'hui, il y a une évolution sociale en même temps, il y a un monde tel qu'il est aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler d'une corrélation justement entre au XVIIe, XVIIIe siècle, le moment où on est passé, on a quitté les modes pour entrer dans la tonalité. On a exploré. Voilà, ce monde d'aujourd'hui où la musique a perdu un côté harmonique, enfin beaucoup de musique qu'on entend. Beaucoup de la substance harmonique n'est pas exploitée rationnellement, la chose est sûre, ni même la substance sonore. On a des quantités de sons utiles à peser, si je puis dire, dans le sens thérapeutique, mais personne ne s'en occupe. Pas même les gens qui prétendent le faire. Oui, on n'a pas parlé de son, on a parlé d'intervalle, on a parlé de rythme. Oui, mais moi je parle du son parce que c'est le fondement même de la musique. C'est la qualité normative en quelque sorte. C'est pourquoi j'insistais tout à l'heure pour dire que dans les sons efficaces dans le caractère thérapeutique, les premiers, ce sont la flûte de pan, la harpe, certaines percussions, par exemple un tambour d'eau, qui est très peu utilisé. Donc ce sont le bol, par exemple, les bols tibétains, ce type de sons sont très très efficaces. Il y a des sons qu'on propose en nappe,
à l'ordinateur ou plus exactement au synthétiseur, qui sont d'une grande efficacité parce qu'ils créent comment dire, une perspective fine, profonde, telle qu'on pourrait la créer d'ailleurs de manière picturale, sans trop de difficultés. Tous ces sons Des sont voiles. des sons doux. Oui, mais pas nécessairement, on peut les utiliser de manière violente. Ce qu'il importe, c'est de constater que certains types de sons, c'est-à-dire des constructions sonores, sont plus efficaces que d'autres. C'est-à-dire, en quelque sorte, l'ordre des harmoniques, le timbre. Il n'est pas sûr qu'on ait des résultats avec un tuba, par exemple, ni avec un fifre. Pour rendre quelqu'un joyeux, on sait que le fifre va être utilisé, c'est ce qui est d'ailleurs fait pour les armées. Le tuba, c'est pour avoir une assise, bon, et toutes ces choses-là. Parce que ce qui fait la qualité de l'étude, c'est la qualité du rapport d'analogie utilisé par l'intelligence du musicien. Analogie entre quoi? Entre tout, c'est-à-dire les timbres, les fréquences, les rythmes, etc. Il doit sentir quels sont les rapports efficaces ou non en utilisant tel son dans telle mélodie, avec tel rythme, dans tel... Voilà, et ça, c'est un énorme travail. C'est un travail qui s'élabore en des dizaines d'années, et comme il n'y a rien qui soit posé dans la mémoire collective des musiciens dans ce domaine, on n'a que des résultats très médiocres. Est-ce qu'on ne peut pas récupérer des... Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites au Moyen-Âge, puisqu'on parlait des Grecs tout à l'heure, mais il y a eu Boès, enfin, il y a eu des gens qui ont écrit au Moyen-Âge. Est-ce que ces savoirs sont encore accessibles, compréhensibles? C'est difficile à dire parce que déjà le Moyen-Âge est sous-apprécié. Et il me semble que le Moyen-Âge, sa force, et à la fois la difficulté de l'appréhender, c'est qu'il a créé des structures pour recevoir de la musique. L'art roman, l'art gothique, ce sont des structures faites, à mon sens, sur des modèles musicaux, ce qui se démontre par le choix des proportions, des matériaux, des dimensions, etc. Mais la relation entre ce qui vibre, c'est-à-dire le caractère non plus sonore, mais comment dire, c'est l'analyse non plus sonore, mais l'analyse acoustique qui fait la différence. Là, on n'est plus dans le monde du son, on est dans le monde de l'acoustique. Il ne faut pas comment dire, conclure à partir de l'étude acoustique des valeurs sonores. Et ça, c'est une chose très importante, extrêmement importante, qui n'est pas remarquée d'ailleurs. Est-ce que tu peux préciser, je pense? Voilà, une musique, par exemple d'orgue, une musique de messe jouée, interprétée dans une grande cathédrale, n'aura pas le même rendement dans les individus que si elle est jouée au bord d'un lac, etc. Parce que l'acoustique, dans ce cadre des grandes églises notamment, a été conçue, me semble-t-il, pour amplifier, non pas le fond sonore, mais les caractéristiques vibratoires de la musique. Avec ma femme, il nous est arrivé, le jour où on s'est rencontrés, quelque chose dont elle n'a pas été témoin. Je m'occupais d'une chorale, et en fait on était 5 chorales qui devions travailler ensemble sur la messe créole d'Argentine, et c'était à l'église de la Madeleine à Paris. Grand bâtiment, sans aucune qualité. C'est-à-dire c'est un grand parallélépipède avec un triangle au-dessus. Et le problème c'est que dès le début, j'ai dû à tout arrêter en disant on est obligé de se repositionner plus loin, parce que là on fait de la bouillie, on n'entendait rien. Donc j'ai fait reculer de tout le monde de presque 10 mètres, et j'ai dit voilà pourquoi, et j'ai lancé une note vers le haut de la cathédrale qui était un La. Je m'en étais assuré en me posant évidemment le diapason sur la tête, et cette note, bien que j'ai cessé de la chanter, elle est restée quelques secondes à continuer avec mon timbre de voix. J'ai dit à cause de cela, on a une bouillie vocale, c'est pourquoi il faut se retirer de cet endroit-là. Même dans une église comme la Madeleine, qui n'a pas été conçue d'un point de vue très acoustique. Ah, bien sûr, parce que tout problème acoustique a sa solution. Je vais prendre un autre exemple que tout le monde peut espérer reproduire. Chacun va dans les toilettes, notamment les gens qui sont dans des appartements en béton, va dans les toilettes de la maison, c'est-à-dire la pièce la plus exiguë et que l'on peut fermer. La plupart du temps, il y a une fenêtre, ça apporte assez peu, et prononce une note ascendante, de grave à aigu. À un moment, il va sentir une onde de pression caractérisant cet espace exigu et sa propre voix. Et ça va faire une résonance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette pièce donnée va se mettre en résonance toute seule. Les églises ont été faites, ce me semble, pour accompagner le chant grégorien. Ce qui suppose un connaissance
du son d'un côté et de l'acoustique de l'autre, c'est-à-dire le son, l'émission de quelque chose, et l'acoustique, la réception de quelque chose. Parce que ça suppose un savoir-faire en termes d'usage de matériaux. Et une expérience extrêmement approfondie. Voilà. Maintenant, la science mathématique et physique est assez évoluée pour se mettre à la recherche de ce qui fait les qualités acoustiques de tel. Par exemple, je sais, pour l'avoir expérimenté, que chanter à Saint-Sulpice et à Notre-Dame, c'est radicalement différent. On a l'impression de chanter chaleureusement à Notre-Dame, à Saint-Sulpice, on a l'impression d'être là pour de la figuration. C'est dire, quoi que l'on donne, ça ne passe pas. À Saint-Sulpice? Oui, ça ne passe pas. Donc c'est simplement la figuration locale qui est responsable de ça. Autre chose qui montre que les anciens étaient des gens d'expérience fine, c'est que de nos jours, on n'est pas parvenu à percer les problèmes, par exemple, des instruments tels que les violons de Amati, Stradivarius, etc., etc. Simplement parce qu'on ne s'en approche pas avec la vision des anciens. Pour moi, c'est là le seul handicap, c'est qu'on ne comprend pas avec leur mentalité. Et je pense être beaucoup plus proche de la mentalité des anciens en termes de compréhension de ce qu'était pour eux la musique que la plupart de mes contemporains dans ce domaine, même hyper spécialisés. C'est immodeste, mais c'est un parcours très particulier. Est-ce qu'on pourrait comprendre par exemple Bon, on a inventé la tarentule, on a inventé des musiques pour guérir. Oui. Est-ce qu'on peut aujourd'hui comprendre comment on a pu élaborer ça? C'est une invention, comment dire, qui est liée simplement à l'observation de ce que faisait la piqûre de la tarentule. C'est-à-dire que c'était littéralement une gesticulation folle d'un individu qui était, comme on dit, piqué. Donc on reproduit la rythmique et le désordre. Par exemple, on va prendre une tarentelle de Rossini qui est bien connue. Là, on voit que c'est une cascade de notes très rapide, et hop, un changement de référentiel musical. On va en accélérant légèrement. Modification totale de la rythmique pour faire un saut, si je puis dire, dans la tessiture brutale, pour remettre en œuvre autre chose. Arrêt brusque, on repart, etc. Ce sont, pour moi, c'est pas vraiment de la musique, mais des ficelles illustratives. Et la tarentelle, elle n'est pas faite pour que les spectateurs gesticulent dans tous les sens de manière désordonnée ou se sentent piqués par quelque chose. Elle est là pour distraire. Voilà. Donc ça revient à utiliser la musique comme, dans le sens profond du mot distraire, c'est changer l'idée et de l'attraction et mettre une attraction ailleurs. C'est-à-dire plutôt dans le cœur, plutôt dans la tête, plutôt dans les membres, puisque ce sont les trois lieux auxquels s'adresse la musique. La musique était une des seules choses qui était autorisée aux moines, par exemple. Oui, pour la raison que les moines, du fait de leur inactivité fréquente à la prière, etc., avaient besoin aussi d'avoir une activité qui les sorte de leur milieu extrêmement serré. La musique, justement, l'une des choses, c'est qu'elle fait sortir ou rentrer de n'importe quel lieu, que ce soit soi-même ou quelque situation que ce soit. C'est-à-dire qu'elle est, dans le sens vrai, utopique. Elle n'a pas de lieu propre. Elle devient totale là où on la perçoit. Je voulais prendre des expériences déjà réalisées. J'utilise par exemple, là encore, une interprétation du deuxième mouvement de la 7e symphonie de Beethoven. Telle interprétation et pas telle autre. Il n'y en a qu'une qui correspond à un résultat. Oui. Mais c'est dû à quoi? Et me semble-t-il, simplement l'adéquation du chef par rapport à l'écriture du morceau, parce qu'il me semble que, surtout lorsqu'on apprend que ce morceau a été écrit lorsque Beethoven s'est aperçu qu'il serait définitivement sourd, il y a mis littéralement son âme à nu, c'est-à-dire il abandonne ce qui le constitue littéralement sur le plan terrestre, pour passer à un autre plan qui est le souvenir, qui est la transcendance de la musique dans l'individu. C'est pourquoi ça vient de loin. Alors, par exemple, j'ai été tout à l'heure, maintenant je vais être très agressif à l'écart d'un chef bien connu, allemand, n'est-ce pas, dont je n'apprécie surtout pas les interprétations en général, qui me semblent de la caricature de musique. Donc je vais dire, Von Karajan ne me paraît pas du tout adapté à la compréhension de son coreligionnaire et compatriote Beethoven. En revanche,
j'aurais tendance à considérer qu'il est des Anglais, des chefs anglais ou encore polonais qui l'interprètent avec la finesse et la sensibilité du cœur beethovenien. Tu disais tout à l'heure qu'une musicothérapie, donc elle peut être sur quelque chose d'enregistré à condition que ça soit choisi avec soin. Et que les conditions sonores soient adéquates. Voilà. L'idéal étant de jouer in vivo, de jouer... Pas nécessairement, pas nécessairement. Parce qu'il faut concevoir que l'attraction, la distraction qu'on peut créer parce que ce seraient des musiciens est quelquefois néfaste au soin lui-même. Le meilleur soin, régulièrement parlant, c'est la personne qui entend de la musique alors qu'elle est plus ou moins allongée ou installée confortablement, mais pas trop. Qu'est-ce que tu peux décrire une séance justement de la musicothérapie? C'est en groupe, c'est pour une personne? Comment est-ce que ça s'envisage? Ça peut se pratiquer pour une seule personne. Et ça m'est arrivé, par exemple, d'utiliser des flûtes de pan avec des enfants, mais un par un. Et parce que je remarquais qu'ensemble, ils n'arrivaient pas à être dedans. Ils ne fonctionnaient pas, ils étaient distraits les uns par les autres. Donc il faut s'adapter en réalité au type de personne, au type d'attention, au type de comportement. Voilà. D'où la difficulté. On ne peut pas, a priori, dire ce que l'on va faire avec telle personne sans la connaître, déjà avec beaucoup de profondeur. Donc c'est un accompagnement, on choisit quelque chose au jugé. Voilà, c'est ça, c'est comme un vêtement. On se dit, telle personne a telle morphologie, tel teint, telle quantité de cheveux, telle démarche. On va choisir le vêtement qui favorise certains aspects et qui défavorise d'autres. Par exemple, une personne qui est fabriquée comme la lettre H, c'est-à-dire qu'il n'y a que des épaules et des hanches, il n'y a pas de taille. On ne va pas insister pour montrer qu'elle n'a pas de taille, on va tâcher de montrer autre chose. On va déformer ça par un vêtement en cloche, par exemple, qui va au mouvement se mettre en marche et faire oublier qu'il y a besoin d'une forme féminine et toutes ces choses-là. On va, par exemple, quelqu'un qui a les cheveux extrêmement noirs, on va pas et une peau très blanche, on ne va pas l'habiller en noir pour ne pas la faire paraître cadavérique. Gothique. Oui, le gothique, il s'exprime, justement, le gothique qui est dans ce sens, il montre la mort dans l'âme, au contact des brutalités modernes. Et pourquoi il est décalé? Et il montre ces brutalités sous forme de piercing, sous forme de scarification, etc. C'est un langage, et c'est le langage qu'utilisent les musiciens sans en passer par la marque corporelle. Et c'est justement cela. Et ils utilisent une expression musicale très caractérisée, qui est bien d'ailleurs, et d'ailleurs, il faut le remarquer, de la musique noble, une musique très élaborée. La musique gothique? Oui. C'est une musique très... structurée, architecturée, bien finement agencée. Mais à mon avis, elle ne correspond pas aux attentes de tout le monde en revanche. Voilà, je vais dire quelque chose qui... Ça n'est pas la mélancolie qu'il manifeste, le gothique, c'est le spleen. C'est-à-dire le plaisir d'observer sa propre mélancolie. Voilà. C'est pourquoi il reste là-dedans. Parce qu'il y a une jouissance à observer sa mélancolie. Ce décalage, c'est ça qui le maintient là-dedans. Et dès qu'on lui retire cette ambiance, il a tendance à se faire mal à lui-même, le gothique, ou à devenir agressif. Voilà. C'est cette analyse. L'analyse musicale, on peut l'avoir sur le langage des formes, des couleurs, des tempéraments et la manière dont on se tient en général. On peut transposer. Et tout parle tout le temps de l'individu dans des termes polarisés. C'est-à-dire entre la musique rapide et la musique lente, il y a de la nuance. Et c'est là qu'intervient le thérapeute. C'est s'il sait ce que c'est que la nuance. Le contraste, tout le monde le perçoit. La nuance, c'est autre chose. C'est un autre monde. Et tout se joue dans la nuance. Justement, c'est comme en cuisine. Ou d'ailleurs dans la peinture. En cuisine, dans une viande riche, on va ajouter un morceau d'ail ou d'oignon. Justement, ce petit coin de végétal, il va transformer l'ambiance générale. A l'inverse, on va mettre dans des petits pois, des petits morceaux de lardon, justement pas. De la même manière que le peintre, il va peindre avec une quantité supérieure de couleurs froides, mais il va rajouter une touche chaude, justement pour faire éclater le froid encore plus, et à l'inverse, il va mettre du froid dans du chaud pour ceci. Ben ça, c'est l'art. La base même de l'art, c'est cela. Comme la tarentelle tout à l'heure. Voilà. On fait un sursaut au moment... Oui, mais c'est plus subtil. Dans la tarentelle, on rend artificiellement joyeux, parce qu'être fou de douleur, ça n'est pas une chose agréable. Mais justement, on dédramatise quelque chose et on le rend drôle, parce qu'à voir sans en percevoir le caractère
assez terrible, il y a quelque chose d'amusant. Quand on voit quelqu'un de loin qui gigote dans tous les sens de douleur, mais qu'on ne sait pas que c'est de la douleur, on trouve ça drôle. C'est un petit peu cela que restitue là. Et en fait, il faut se souvenir quand même que ce type de musique a été créé pour devenir une pièce du décor du théâtre italien, c'est-à-dire de la commedia dell'arte, c'est-à-dire la caricature de quelque chose, et non pas l'aspect sensible. Justement, la musique caricature, elle n'a pas d'effet vraiment en thérapie. La musique est quand même peut-être le principal allié du chaman, du guérisseur, du witch doctor. C'est peut-être même le seul. C'est peut-être le seul dans le sens où il n'y a pas de travail sur la personne. À part ça, ce sont des drogues. Ce sont des inductions physiques. Et souvent, il travaille au tambour, d'ailleurs. Oui. Oui, d'ailleurs, il faut noter que l'utilisation du tambour est dans la rythmique une chose très particulière, parce qu'il y a la durée du son du tambour qui doit être considérée, pas seulement le caractère brutal ou rythmique, dans ce sens qu'il y a des tambours qui sont fabriqués pour avoir un sustain. Boum, boum, boum. Et on voit que le son qui vient après, hop, remplit l'espace vide aussitôt que le premier a cessé d'être sonore. Tout ça, c'est beaucoup de science en réalité, beaucoup de subtilité, parce que la nature est extrêmement subtile. Elle est simple dans ses principes, puisque les deux principes utiles à connaître dans tous les arts, c'est le contraste et la nuance, mais la nuance, c'est un univers incroyablement délié et subtil de rapports. Et là, il faut s'y mettre longtemps à l'avance. Et on ne peut se fier qu'à nos perceptions, alors, puisque la science n'a pas beaucoup d'indications là-dessus, on ne sait pas. Non, elle n'en a même aucune, parce que là, on est obligé de travailler quasiment statistiquement et né au vent. Je parle même des sciences anciennes, là. Oui, mais justement, la science ancienne, l'avantage que je lui trouve sur la science moderne, c'est qu'au lieu de théoriser, elle ne fait que rendre compte globalement, et elle dit à partir d'un individu globalement saisi, va vers la nuance, c'est-à-dire vers son contraste avec l'idéal, ou vers le normal, l'habituel, etc., va vers la nuance. Et ça, c'est ça l'art difficile, aller vers la nuance. Que va-t-on prendre comme instrument? Quel type de rythme? Alors, d'une manière générale, il faut considérer le ternaire comme plus subtil, comme plus profond, et comme plus lent à l'action thérapeutique, par exemple. Ça, c'est ce que j'ai relevé dans mes expériences. Et je pense que n'importe quel musicien thérapeute, si on lui dit ça, il va tout de suite dire « Ah oui, c'est vrai », s'il ne le sait pas, s'il ne l'a pas remarqué. Et là, c'est ça la difficulté, c'est d'arriver à caractériser chaque situation de manière, pas objective, parce que cela ne se peut pas, mais quasi objective. C'est-à-dire, dans ce type de situation, ça a plutôt des chances de fonctionner que non. Voilà. Grosso modo, c'est comme ça que ça marche. J'aurais dit que moi, que le ternaire, c'est quelque chose comme une valse, c'est une boucle qui emmène, alors que le binaire... C'est un enchaînement. Dans le binaire, il y a la notion d'arrêt quelque part, alors que dans le ternaire, il y a la notion de prolongation. Voilà, la nuance que je fais vraiment. C'est toujours plus long, le ternaire. Oui, ça donne cette impression de venir de quelque part et d'aller quelque part, ce que donne pas le binaire. Il y a une particularité, moi, mes profs d'ethnologie m'avaient dit que les chamans, quand ils donnent des plantes ou quand quelqu'un est en transe, c'est-à-dire ailleurs, d'une certaine manière, ou entre deux mondes, oui, au milieu de lui-même. Au milieu, voilà, mais pas l'équilibre. La seule chose à laquelle il peut se fier, c'est suivre le son. Il suit la voix, le chant, il suit le chant du chaman. Oui, parce que c'est un effet hypnotique. Et surtout, il ne peut pas se fier à ce qu'il entend, il peut pas se fier à ce qu'il voit, il ne peut pas se fier à ce qu'il sent, il ne peut pas se fier à ce qu'il goûte. La seule chose sûre, c'est le son. Parce que le son est un rapport physique immédiat. Ça pénètre la personne. Quand on touche quelque chose, c'est uniquement la surface. Quand on voit, on ne touche rien. Quand on sent, ce sont des molécules. Le son, il nous traverse, il est dans nous en même temps. Et c'est en ce sens qu'il est concret et qu'on peut le suivre. Par ailleurs, les anciens disaient que la fonction, ils ne parlaient pas du sens, mais de la fonction la plus élaborée, la plus subtile et la plus élevée, c'est le sens de l'audition. Et pourquoi? Parce que l'audition nous fait voir spontanément, rapidement, qu'il y a harmonie partout. C'est sur l'étude de l'harmonie induite par l'observation des phénomènes musicaux qu'on trouve qu'il y a de l'harmonie et qu'elle se rend sensible à l'intelligible. Voilà, c'est en ce sens-là que les anciens disaient que la musique devait être étudiée, puisqu'elle est composée de la partie sensible et la partie intelligible. Avec des expérimentations sensibles, on arrive à transposer dans l'intelligible. Et on en conçoit que si c'est valable dans le sensible, c'est valable aussi dans l'intelligible, et que par conséquent cette loi est une,
pour toute la manifestation, et on peut en déduire des comportements musicaux, des comportements moraux. Voilà, à savoir que toute structure plurielle doit son existence prolongée au sens hiérarchique, par exemple. Des choses aussi banales que ça. Par exemple, dans la musique, la hiérarchie se fait automatiquement sur la fondamentale. Il n'y a jamais d'autre possibilité. On n'a pas de rendement musical si on échappe à cette loi générale. Voilà. De la même manière, on dira dans la famille, c'est le père ou la mère, mais les parents, à tous les coups. Voilà. Les enfants ne sont rien dans la famille sans les parents. Il n'y a pas de famille à proprement parler. Donc, si je veux donner une analogie plus précise, je dirais, on va dire que l'homme, c'est le mode majeur. Il doit être toujours prêt à sortir de la maison, à aller se colleter au monde. La femme, c'est plus tendre, et c'est l'intérieur de la maison, c'est les enfants, tout ce qui a besoin d'amour, de chaleur, etc. Les enfants sont les mineurs. En l'occurrence, pour le jeu de mots. Le jeu de mots laid. Le jeu de mots laid. On vit à une époque où il y a quand même, enfin c'est peut-être parce que je fais cette étude, mais on entend parler de musicothérapie. C'est à la mode, c'est tout bête, parce qu'on voit qu'il y a, enfin bon, je vais être assez méchant, hein. On voit qu'il y a un dévoiement permanent de tout ce qui soigne, parce que si les choses étaient efficaces comme on prétend qu'elles le sont, certaines, notamment en pharmacie, on n'aurait pas besoin de se retourner vers d'autres pratiques moins brutales, qui engagent pas autant l'individu, parce que quand on est par exemple addict à des produits, ben là c'est pas bien, on n'est pas dans l'équilibre dans lequel on devrait être. On a intérêt à utiliser de manière graduée les choses. Généralement, la musique s'adresse à des personnes qui en sont en malaise existentiel et non pas électrochimique, dans le sens où quelqu'un, il va être difficile d'avoir un résultat sur quelqu'un, par exemple, qui manifeste une tachycardie, ou bien des calculs à la vessie. En revanche, le son peut jouer dans le calcul de la vessie par l'ultrason et son utilisation raisonnée. C'est un aspect, c'est l'aspect mécanique. Mais la musique, elle a pour but de remettre en quelque sorte des macrostructures internes non sensibles. On les connaît puisqu'on sait que ça fonctionne comme ça, mais on ne peut pas les appréhender ni sous le stéthoscope, ni sous la lentille optique, ni avec le microscope électronique, ni avec la boîte de bacilles, machin, etc. On ne peut pas ça. Et le son est peut-être la seule chose qui connecte entre les mondes. Je parlais des chamans tout à l'heure, c'est la seule chose qui intervient dans un rite funéraire. Les anciens sont très clairs là-dessus, ils disent que la première condition de la magie, c'est l'ambiance. Or, ce qui contribue le plus, et le plus souvent à l'ambiance, c'est la musique. Il s'agit de regarder dans les stades comment ça se passe, ou dans les manifestations générales, la foule est particulièrement sensible, mais la foule se comporte comme un débutant, si je puis dire. Comme elle ne se connaît pas, elle réagit comme un enfant en bas âge, c'est-à-dire le rythme. Hop, il suffit qu'on lui induise un rythme pour qu'elle suive. Or, quelque chose qui est d'ordre de la magie, c'est bel et bien comment manipuler une foule, sans même qu'à aucun moment personne de la foule, même intelligent, ait cette idée-là. Donc, fatalement, la musique a une qualité magique, et il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est la plus puissante dans ce domaine. Après vient le parfum, qui est comme la musique, il a ses caractéristiques, c'est-à-dire il est de l'ici et maintenant, et une fois qu'il disparaît, il est très difficile de se remémorer un parfum, ou de créer un parfum original dans sa tête. La musique, il faut beaucoup de pratique, et c'est parce que c'est organique en société humaine de faire de la musique. Si on faisait la même chose avec les parfums, on aurait peut-être autant de résultats. On a parlé du bien qu'elle peut faire, est-ce qu'elle peut détruire puisque... À l'évidence, de deux manières, les infrasons et les ultrasons sont capables de désorganiser la matière, c'est-à-dire ce qui était composé se trouve désorganisé, psychiquement pareil. Et dans le spectre des 7 octaves, est-ce qu'il y a une façon de travailler le rythme et les intervalles? Je n'ai pas travaillé parce que je m'occupe plutôt de faire du bien avec contemporains du mal, mais je sais qu'il est très possible d'induire des sentiments. On peut se sentir très mal après avoir écouté du dodécaphonique, par exemple. Oui, mais c'est souvent le cas d'ailleurs. C'est la remarque qui m'était faite par des gens qui voulaient chercher des zones musicales, qui sont allés de ce côté-là, me disaient, tout simplement, la plupart du temps, ça me met mal à l'aise. J'ai l'impression d'être agressé,
alors que c'est pas plus... C'est intéressant, mais ça n'a pas l'effet de la musique. Voilà. Donc il faut bien être clair, la musique c'est ce qui a du sens, c'est ce qui opère sur soi une amélioration. Et oui, autant être positif, tant qu'à faire. La musique a du sens. Ah, la musique c'est le monde du sens, c'est spontané le sens. Même les enfants les plus jeunes perçoivent la musique comme quelque chose qui est constitutif d'eux-mêmes. Donc de ce point de vue-là, il n'y a rien à dire. Et je pense que c'est lié au fait qu'ils perçoivent dans le corps de la mère la musique de l'extérieur déjà. Et on sait qu'une musique jouée à proximité des fœtus peut avoir des répercussions sur leur vie ultérieure, c'est-à-dire les sensibiliser à la tension, comment dire, aux modalités de l'expression, c'est-à-dire ce qui est fort, ce qui est faible en termes d'intensité, ce qui est aigu, ce qui est grave en termes de tonalité, etc. Et de disparate en termes de timbre. Voilà, toutes ces choses-là, ce sont des éducations qu'on peut faire avant même la naissance, en effet. Ça ne veut pas dire que parce qu'on écouterait en renfort de musique tout le temps mise sur le ventre ou à côté du ventre d'une femme enceinte qu'on aurait des résultats avec Mozart à la naissance. Ça n'a rien, au sens de correct. Ce que je dis simplement, c'est que les structures musicales, puisqu'elles sont fondées sur des proportions, rejoignent des proportions humaines, à l'évidence, puisque nous sommes des êtres proportionnés. Je rappelle à tout hasard, puisque ça peut être intéressant, c'est que dans le canon grec, le visage reproduit 1/8 de la dimension humaine. 1/8, c'est un espace, si je puis dire, très compatible avec l'octave par rapport au ton. 1/8, c'est un ton par rapport à un octave. Oui. Si on considère que 9/8, ça fait un demi-temps, mais je parle bien en termes de relations proportionnelles, et non pas de fractions. La musique, à mon avis, la mieux comprise pour la thérapie, la musique spontanée qui n'a pas de vertu recommandée, c'est la musique de cirque. Je prendrais les musiques de Nino Rota, par exemple, pour certains films. L'expression de fraîcheur et de mouvement enfantin est terriblement présente. On n'arrive pas à se détacher de l'impression qu'on est au cirque, même si on les entend dans des cimetières. Et ça, c'est terrible. Parce qu'on voit que ça transforme la réalité de manière étrange et forte. C'est pas quelqu'un qui se met, comment dire, en revanche, une musique qui est très puissante, mais dont je ne suis pas parvenu à déterminer les caractéristiques somatiques. C'est une musique qui est très connue, très appréciée. Ma femme l'aime bien. C'est un thème musical. Karloff. Voilà, Carmina Burana. Ah, Carmina Burana. Parce que dedans, il y a des zones qui sont efficaces et des zones qui inversent le processus d'efficacité. Et donc, je ne suis pas parvenu à déterminer pourquoi ça marche comme ça. Karloff a beaucoup réfléchi. Oui, ça, je sais. Voilà, c'est ça. Il y a une grande expérience de la musicalité, et ce qui fait que d'ailleurs, ça percute très bien, ça. Une œuvre qui est très percutante. D'autres sont caractérisées et qui n'ont pas été, je pense par exemple à des personnes qui sont déclassées par rapport à leur époque. C'est Berlioz qui va, comment dire, passer à côté de ces orchestrations qui ne seront pas du tout appréciées au moment de sa vie. Ou mieux que cela, par exemple, quand je parlais de Carmina Burana, je parle de Carmen maintenant. Et Bizet, il n'a jamais entendu son œuvre lui-même, il n'a jamais entendu tout ça. Et au moment où elle a été jouée, on a dit, bon d'accord, et quelques années après, ça a pris une amplitude, une force, à tel point que c'est l'opéra le plus joué au monde. C'est pareil pour les peintures de Vincent Van Gogh, c'est-à-dire que lui, il a vendu en tout et pour tout, enfin vendu, non même pas, échangé une peinture dans la durée de son existence, c'est une vraie catastrophe. Ce qui montre qu'il n'y a pas de gens en avance, il n'y a que des gens en retard. Et il y en a d'autres comme ça. Le fameux boléro de Maurice Ravel, lui aussi, là, il a failli avoir un destin raccourci. C'est-à-dire au début, c'était considéré comme une œuvre désagréable, violente, adultère, on a dit. Et lui, il l'avait improvisé quasiment. Et oui, et lui, enfin, il a improvisé 14 minutes 40, c'est beaucoup de travail, mais la thématique, en effet, lui était venue relativement spontanément. Et on sent très bien d'ailleurs les influences espagnoles à travers, puisque lui était né dans le sud de la France, à les Pyrénées. Donc là, on voit qu'il y a des musiques
qui dominent leur époque et qui la transcendent aussi, et qui restent malgré tout, quels que soient les modes, au centre de la musicalité globale de l'être humain. À tel point qu'on transpose systématiquement, il y a plusieurs essais de transposition de la musique de Ravel. L'essai dansé plusieurs fois, l'essai filmé, c'est-à-dire faire que ce soit le leitmotiv d'un film, etc. Ce qui n'est pas si fréquent que ça. On a multiples tentations de représenter Carmen au cinéma, mais ça n'est pas meilleur, à mon avis, qu'au théâtre, ni même comparable. Justement parce qu'au cinéma, la musique reste à plat. Alors que dans une ambiance vraiment symphonique, là, c'est autre chose. Donc, personnellement, je préfère le plus souvent, quoi qu'il y ait de bons films, mais j'ai tendance à préférer l'expression symphonique. Et il y a un côté musicothérapique dans l'opéra. Ah, absolument, complètement là-dedans, et à tout point de vue. C'est-à-dire, c'est utilisé. Mozart a très bien mis ça. L'opéra et la symphonie, d'ailleurs. Oui, parce que c'est une tentative de rendre total l'art. Bon, on a, comment dire, l'art visuel qui est omniprésent, on a la musique, on a le chant qui est une autre forme d'instrumentation, etc. Mais ça n'empêche que ça n'est pas une possibilité envisageable. C'est, à mon sens, c'est pas l'art qui doit se compacter et se mélanger, c'est l'individu qui doit être capable de ressentir dans différentes dimensions de son être ce en quoi un art unique a des ramifications ailleurs. Et est-ce que le grand projet de la tonalité, ça n'aurait pas été de faire comme les cathédrales, de faire justement des grandes symphonies dans des salles et des grandes... pour le côté thérapeutique. C'est un art qui requiert des moyens considérables et un savoir considérable. Je pense qu'on petit à petit, on va arriver vers ces grandes messes populaires dans le luxe de la lumière, etc. Ça se fait, il y a des réunions où les lasers jouent littéralement une symphonie visuelle, en même temps qu'on a une empreinte musicale souvent terrible, qui dépasse 90 décibels, par conséquent qui heurte. Mais on a ça. Et une ambiance que le public seul peut sentir.